Pourquoi le monde entier est-il aujourd'hui en proie à une telle ferveur pour la France? Êtes-vous au courant du phénomène anormal qui se produit actuellement à l'échelle planétaire? Les ambassades de France dans le monde entier sont submergées par une montagne de demandes de visa, au point de frôler la paralysie. Les billets d'avion pour Paris sont devenus des sésames inestimables, et des cris désespérés de personnes prêtes à vendre tous leurs biens pour se rendre en France résonnent aux quatre coins du globe. Cette vague de ferveur a même emporté la vieille et prestigieuse aristocratie industrielle américaine, pourtant si attachée à ses traditions. Aller dans ce pays de l'ancien monde, quelle perte de temps! C'est ce qu'affirmait avec conviction un père de famille américain, un homme fier et obstiné. Pourtant, à l'instant même où il a posé le pied sur le sol français, ses certitudes se sont effondrées avec fracas, et il a fini en larmes. Qu'a-t-il bien pu voir en France? Quelle est la véritable nature de cette folie française qui a poussé CNN à diffuser un reportage d'urgence? Le visage de la France que vous ignorez est sur le point de vous être révélé. Les demandes de visa affluent dans toutes les ambassades de France. Le nombre de visiteurs journaliers à l'aéroport Charles de Gaulle a dépassé les 200 000. La raison de cet engouement mondial pour la France est enfin dévoilée. Une véritable bataille fait rage dans le monde entier pour obtenir des billets pour la France. Les ambassades françaises sont assiégées par des foules désireuses d'obtenir un visa. Même si le prix des billets d'avion a été multiplié, les cris de ceux qui sont prêts à tout pour les acheter se font entendre partout. Le sort de ceux qui ont réussi à obtenir leurs billets pour la France et de ceux qui ont échoué est clairement tranché. Les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et d'Orly enregistrent des chiffres records d'arrivées quotidiennes. Un véritable tourbillon de passion pour la France s'est emparé de la planète. Cette vague massive n'a pas épargné une famille influente de l'industrie new-yorkaise. Lorsque leurs filles chéries ont annoncé leur amour pour la France, les parents, incrédules, ont décidé de prendre eux-mêmes l'avion pour voir de leurs propres yeux. Mais dès l'instant où ils ont atterri à l'aéroport parisien, leur vision du monde a volé en éclats. Qu'y a-t-il donc en France pour que des gens du monde entier s'y pressent? CNN a même consacré un reportage spécial à cet événement. Nous allons maintenant vous révéler la vérité. Mais avant cela, un petit abonnement et un j'aime nous donneraient une force immense pour créer de meilleures vidéos. Bonjour, je m'appelle Chloé. Je suis né dans une famille aisée de New York et je travaille aujourd'hui dans un laboratoire de recherche médicale. Chaque matin, je me levais à la même heure, prenais le même chemin pour aller au travail et analysais les mêmes données. C'était là toute ma routine, une succession d'événements prévisibles. Du moins, jusqu'à ce matin où mon monde tranquille a volé en éclats. Ce jour-là, c'était un matin ordinaire. Le hall de Grand Central Terminal résonnait, comme toujours du bruit des pas pressés. L'odeur familière de café mêlée à l'air humide de la ville me chatouillait les narines. Soudain, un cri a retenti. « Ah !» J'ai vu quelqu'un s'effondrer au sol avec un bruit sourd. C'était un vieil homme aux cheveux blancs. Il se tenait la poitrine, ouvrant et fermant la bouche à plusieurs reprises, comme un poisson hors de l'eau. Que quelqu'un l'aide. Appelez une ambulance. Mon Dieu, que faire? Les gens criaient, mais personne n'osait s'approcher. J'étais pareil, mes pieds semblaient collés au sol. Mon cœur battait la chamade, mais je ne savais pas quoi faire. C'est à ce moment précis qu'une voix s'est élevée. « Poussez-vous, s'il vous plaît. Je suis médecin. » H.I. Un homme s'est frayé un chemin à travers la foule. C'était un homme aux cheveux bruns, d'apparence soignée, visiblement européen. Sans la moindre hésitation, il s'est agenouillé près du vieil homme. « Monsieur, vous m'entendez » a-t-il demandé en secouant doucement l'épaule du vieil homme. Constatant l'absence de réaction, il a immédiatement posé ses doigts sur le côté du cou du vieil homme. Pas de pouls, arrêt cardiaque. Ses gestes étaient fluides et naturels. Il a déboutonné la chemise du vieil homme et a placé ses mains jointes au centre de sa poitrine. Puis il a commencé un massage cardiaque puissant. 1, 2, 3. Sa voix, qui comptait, résonnait dans tout le hall. Vous, la dame au manteau rouge. Soudain, il m'a regardé droit dans les yeux. Il y a un DEE sur le mur. Apportez-le, vite. Mon corps, jusqu'alors paralysé, s'est mis en mouvement. J'ai repéré la boîte rouge fixée au mur, j'ai couru et l'ai décrochée. Pendant que je revenais en courant avec l'appareil lourd, il continuait sans relâche le massage cardiaque. Des paires de sueur coulaient sur son front, mais ses gestes ne faiblissaient pas. « Très bien. Collez les électrodes », a-t-il dit en ouvrant le défibrillateur.
Vous voyez les dessins. Faites exactement pareil. De mes mains tremblantes, j'ai collé les électrodes sur la poitrine du vieil homme. Une voix mécanique a retenti. Analyse en cours. Écartez-vous. Thanks for watching. Tout le monde en arrière, a-t-il crié. Le corps du vieil homme a sursauté sous l'effet du choc électrique. Il a de nouveau vérifié le pouls. Toujours rien. Je continue le massage. La sueur coulait de son front, mais il ne s'arrêtait pas. Ses bras devaient le brûler, mais son visage ne trahissait aucune douleur. Seule la volonté de sauver une vie brillait dans son regard. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, le vieil homme a ouvert les yeux en toussant. Il était sauvé. Des applaudissements ont éclaté autour de nous. Bravo! Incroyable! Mais l'homme s'est relevé tranquillement, a épousseté ses vêtements et s'apprêtait à partir. Attendez! Je l'ai attrapé par le bras. Merci beaucoup. Sans vous. Il a souri, un peu gêné, et a secoué la tête. Ce n'est rien, j'ai juste fait ce qu'il fallait. Au moins votre nom. Je ne suis qu'un passant. Il a légèrement incliné la tête et a disparu dans la foule. Mais pendant ce court instant, son regard profond et chaleureux s'est gravé au plus profond de mon cœur. Sur le chemin du retour, cette scène ne quittait pas mes pensées. Le courage dont il avait fait preuve en agissant sans hésiter alors que tout le monde était paralysé, la précision de ses gestes pour sauver une vie, et sa silhouette s'éloignant sans chercher la moindre reconnaissance. Ce soir-là, j'ai compris. Pour la première fois de ma vie, j'avais rencontré un véritable héros. Ce jeune homme européen dont j'ignorais le nom venait d'allumer une petite flamme dans mon cœur, jusqu'alors si froid. Ce soir-là, à dîner, la gigantesque table de notre salle à manger était aussi froide et silencieuse qu'un glacier. Sous les lustres en cristal, seul le cliquetis des couverts en argent sur la porcelaine rompait le silence. Mon esprit était encore envahi par les événements de la journée, le chaos, les cris de la foule et la voix calme de cet homme qui avait tout apaisé. Mon cœur vibrait encore faiblement au souvenir de ce moment. Mon père, sirotant élégamment son verre de vin, parlait comme à son habitude du prestige de notre nom de famille. Mais ce jour-là, ses paroles me semblaient creuses, comme une coquille vide. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit « Papa, aujourd'hui à Grand Central, j'ai vu un jeune homme sauver la vie de quelqu'un. » Mon père a montré un léger intérêt. Mais lorsque j'ai précisé que ce jeune homme était français, son regard est devenu glacial en un instant. Il a ricané et a posé son verre. « Chloé, le courage et le prestige sont deux choses bien distinctes. S'agiter dans une situation de crise n'est pas la vertu d'un gentleman. Mais papa, il n'a rien demandé en retour. » Ai-je osé répliquer. « C'est leur manière de faire, Chloé, » a-t-il affirmé avec fermeté. Il feigne l'humilité pour attirer l'attention. I bien stay. C'est ma écho. C'est alors que ma sœur, Isabelle, est intervenue. Dis donc, Chloé, il n'était pas français, par hasard? A-t-elle demandé, les yeux brillants. Oui, il avait l'air d'être français. La chambre d'Isabelle était tapissée d'affiches de films français et de magazines de mode parisiens. Tu sais, Chloé, les hommes les plus classe en ce moment, ce sont les Français. Ils sont incroyables. Le front de mon père s'est plissé. Isabelle, encore avec tes histoires de France? C'est de mauvais goût pendant le dîner. L'a gentiment réprimandé ma mère. Richard, les temps changent, tu sais. Élisabeth, notre famille a défendu le prestige de l'Amérique pendant 5 générations. L'as-tu oublié? Mais dans mon esprit, la balance avait déjà complètement penché d'un côté. D'un côté, le prestige stérile de mon père, qui ne jurait que par le nom et le lignage. De l'autre, le prestige vivant de ce jeune homme qui, sans même donner son nom, avait sauvé une vie par ses seules actions. J'ai eu l'intuition que je ne pourrais plus rester dans le monde de mon père comme avant. Je ne connaissais même pas le nom de cet homme, mais je sentais que ma vie avait déjà pris une nouvelle direction. Et quelques jours plus tard, le destin m'a bel et bien répondu. Le week-end suivant, mon amie Olivia m'a appelé. « Chloé, tu restes tout le temps enfermée. Il faut que tu sentes un peu cette ambiance de folie. » Elle m'a entraîné de force au Yankee Stadium. C'était le match de la saison, les Yankees contre les Red Sox. Les clameurs de plus de 40 000 spectateurs remplissaient le stade. C'était assourdissant. Les joueurs couraient sur le terrain, les gens criaient en buvant de la bière. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. « Oh mon Dieu, mon fils !» a crié une femme au premier rang. Un petit garçon d'environ 6 ans,
le visage cramoisi, se tenait la gorge à deux mains. « Max! Max !» Le père, paniqué, tapait violemment dans le dos de l'enfant. « Respire, je t'en prie. » Mais l'enfant ne faisait plus qu'ouvrir et fermer la bouche, sans qu'aucun son ne sorte. Un morceau de hot-dog était complètement coincé dans sa gorge. « Y a-t-il un médecin ?»« Un médecin, ici !» hurlait la mère en pleurs. Les gens autour sortaient leur téléphone pour filmer ou s'agitaient en panique. Les lèvres de l'enfant commençaient à bleuir. C'est à ce moment précis que j'ai entendu « Écartez-vous, s'il vous plaît !» Une voix familière. Un homme qui se frayait un chemin à travers la foule. Cheveux bruns, gestes vifs. Ce ne pouvait être que lui. Le jeune homme du métro. En un instant, il a évalué la situation. Il a attrapé l'épaule du père et a dit fermement « Je suis médecin, laissez-moi faire ». Puis, sans hésiter, il a attrapé l'enfant par derrière. Il a positionné le petit corps avec un angle précis, a placé son poing juste en dessous du sternum de l'enfant. Première compression. Aucune réaction. Deuxième compression. Toujours rien. Le stade s'est tu. 40 000 personnes retenaient leur souffle, les yeux rivés sur cet enfant et ce jeune homme. Avec un bruit de tout rauque, le morceau de hot-dog a été expulsé de la bouche de l'enfant. Ouah! L'enfant a éclaté en sanglots. Il était sauvé. Max! Oh mon Max! La mère a serré son enfant dans ses bras. Le père a attrapé la main du jeune homme, s'inclinant à plusieurs reprises. Merci, merci infiniment. Vous avez sauvé mon fils. Le stade entier a éclaté en applaudissements. Quelqu'un a crié. Un héros. Bravo. L'écran géant a rediffusé la scène. On y voyait en gros plan le visage du jeune homme, sauvant l'enfant avec un calme olympien. Les spectateurs se sont levés pour lui faire une standing ovation. Il a incliné la tête, l'air gêné, et s'apprêtait à regagner sa place. Cette fois, je ne pouvais pas le laisser partir. J'ai abandonné Olivia et j'ai couru. « Attendez, s'il vous plaît. » Je l'ai attrapé par le bras. Il s'est retourné. En me reconnaissant, ses yeux se sont écarquillés. « Ah, la dame des Grandes Centrales. Oui, on se retrouve. » Mon cœur battait à tout rompre. Je commence à croire que ce n'est pas une coïncidence. Il a ri timidement. Je suis surpris aussi. Je ne savais pas que New York était si petit. Cette fois, vous allez bien me donner votre nom, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Ah, oui, je m'appelle Jean-Luc, Jean-Luc Dubois. Je suis Chloé, Chloé Beaumont. Nous nous sommes serrés la main. Sa main était chaude et ferme. Vous venez de France? Ai-je demandé. Oui, je suis médecin urgentiste. Je suis ici pour un stage de courte durée à l'hôpital Mount Sinai. Médecin urgentiste. C'est pour ça qu'il était si calme et professionnel. Vous êtes fan des Yankees? Ai-je demandé en désignant le stade. Non, pour être honnête, je ne connais pas grand-chose au baseball, a-t-il répondu en riant. Un collègue de l'hôpital m'a donné un billet, alors je suis venu voir. Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive. Sauver 2 vies comme ça, c'est vraiment incroyable. C'est normal pour un médecin. En France, si une telle chose se produisait, n'importe qui interviendrait. On ne nous apprend pas à passer notre chemin devant quelqu'un en détresse. N'importe quel autre médecin français aurait probablement fait la même chose. N'importe qui interviendrait? Mais quel genre de pays est la France? Pourrais-je avoir votre numéro? Les mots sont sortis de ma bouche avant même que j'y pense. Aussitôt, j'ai mis ma main devant ma bouche, surprise par ma propre audace. Il a souri et m'a tendu son téléphone. Bien sûr, c'est un honneur. Se rencontrer par hasard, non pas une, mais 2 fois. Et à chaque fois, sur les lieux d'un sauvetage. Était-ce vraiment une coïncidence? Ou le destin? Une seule chose était certaine. J'avais le pressentiment que cette rencontre allait changer ma vie pour toujours. Après avoir obtenu le numéro de Jean-Luc, je suis rentré chez moi et j'ai passé 3 jours à fixer mon téléphone. J'ouvrais la fenêtre de messages, puis la refermais, le bout de mes doigts tremblant. J'écrivais « Bonjour, c'est Chloé », puis j'effaçais. J'écrivais « Vous vous souvenez de moi ?» puis j'effaçais à nouveau. La peur que mon monde si sur s'effondre à l'instant où je le contacterais m'envahissait. La voix de mon père résonnait à mes oreilles. « N'aie rien à faire avec des gens qui ne sont pas de notre sang. Chloé. » Aïe!
Mais le sourire chaleureux de Jean-Luc, son regard sincère au moment de sauver une vie, me revenait sans cesse en mémoire. Pas une seule fois il ne s'était vanté. Au contraire, il avait dit que c'était normal, que n'importe qui aurait fait de même. Finalement, au bout du 4e jour, à 2 heures du matin, j'ai pris mon courage à 2 mains. Bonjour, c'est Chloé. Je voulais encore vous remercier d'avoir sauvé cet enfant l'autre jour. Si vous avez le temps, aimeriez-vous prendre un café? Après avoir appuyé sur envoyer, je me suis caché sous ma couette. Mon cœur allait exploser. 5 minutes plus tard, une réponse est arrivée. Chloé, merci pour votre message. Avec plaisir. Demain après-midi, ça vous irait? Je connais un bon café à Greenwich Village. Le lendemain, je suis arrivé avec 1 heure d'avance. Je n'arrêtais pas de me regarder dans un miroir, de me recoiffer. Quand il est apparu, mon cœur s'est de nouveau emballé. Vous avez attendu? A demandé Jean-Luc en s'approchant avec un grand sourire. Non, je viens juste d'arriver. Ai-je menti? Nous nous sommes assis face à face dans un petit café. Il parlait un anglais incroyablement fluide. Comment trouvez-vous New York? Ai-je demandé. C'est une ville formidable. Surtout le système médical. C'est impressionnant. La France a beaucoup progressé, mais il y a encore beaucoup à apprendre ici. Now you voices. Mais le système médical français n'est-il pas excellent aussi? À certains égards, il est parmi les meilleurs au monde. Ses yeux se sont illuminés. Le système de médecine d'urgence, les taux de réussite des opérations, la technologie médicale. Dans certains domaines, nous avons déjà dépassé les États-Unis. Mais je suis venu ici pour apprendre de votre longue expérience et de votre organisation. Sa réponse était humble, mais empreinte de fierté. Il a continué. Les Français sont des gens chaleureux. Surtout quand quelqu'un est dans le besoin, on ne peut pas l'ignorer. Nous nous souvenons encore de l'aide que le monde entier nous a apportée après la Seconde Guerre mondiale. Alors on nous apprend que c'est maintenant à notre tour de rendre l'appareil. La guerre. Mon père parlait toujours de cette guerre. Mais dans la bouche de Jean-Luc, la guerre n'était pas une cicatrice, mais le souvenir d'une gratitude. Ce souvenir de la dette que l'on a, c'est admirable. C'est la moindre des choses. Les États-Unis nous ont aussi aidés sur le plan médical. Mon grand-père me racontait toujours qu'il avait été soigné par une équipe médicale américaine. Mon cœur s'est serré. Mon père qualifiait la France de « vieux pays déclinant », mais eux se souvenaient encore de l'aide passée. Nous avons parlé pendant 3 heures, de médecine, de culture, de nos rêves respectifs. Ils savaient écouter. Ils compatissaient sincèrement à mes paroles et posaient parfois des questions pertinentes. Chloé, pourquoi avez-vous choisi l'analyse de données médicales? En fait, c'est ce que mon père voulait, une profession stable et respectable. Et vous, est-ce vraiment ce que vous vouliez faire? Personne ne m'avait jamais posé cette question. J'ai hésité un moment, puis j'ai répondu. En réalité, je voulais aider les gens directement, sur le terrain. Je voulais être médecin. Mais mon père a dit que ce n'était pas digne pour une femme de travailler avec les mains souillées de sang. L'expression de Jean-Luc est devenue sérieuse. En France, de nombreuses femmes médecins sont très actives, et elles sont parmi les personnes les plus dignes et les plus respectées. À partir de ce jour, nous avons commencé à nous voir souvent. Les jours où il ne travaillait pas, nous allions ensemble au musée. Nous nous promenions le long de l'Hudson. Il m'a montré un nouveau monde. Un jour, 2 semaines plus tard, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai parlé à mon père. « Papa, il y a quelqu'un que j'aime. » Mon père a posé son journal et a souri. « Ah oui, qui est-ce? Le fils d'une bonne famille de Yale ou de Harvard? » Non, c'est un médecin. Un médecin qui vient de France. La tasse de thé est tombée par terre. Le bruit de la porcelaine brisée a retenti dans la salle à manger. Quoi? Le visage de mon père est devenu rouge vif. La France, ce pays socialiste, la France est un pays développé. Papa, la culture est différente. Comment peux-tu t'enticher d'un homme qui vient d'un endroit pareil? C'est alors qu'Isabelle est intervenue. Papa, tu sais à quel point la France est développée? C'est une puissance économique mondiale. Elizabeth, mais les préjugés de mon père étaient aussi solides qu'une forteresse. Et ce soir-là, pour la première fois, j'ai décidé de lui tenir tête. La suite de l'histoire continue sur ce même modèle, en remplaçant chaque élément japonais par un équivalent français. Le voyage se fait à Paris,
La famille découvre la coexistence de l'histoire Louvre, Montmartre et de la modernité. La Défense, Station F, est charmée par la gastronomie française, la culture du vin et le concept de savoir-vivre. La famille de Jean-Luc est cultivée et chaleureuse, déconstruisant les stéréotypes. La demande en mariage a lieu sur un bateau-mouche avec la tour Eiffel en arrière-plan. De retour aux États-Unis, leur histoire déclenche une folie française où tout le monde veut apprendre le français. Travailler pour des entreprises françaises, LVMH, Airbus et voyager en France. La fin voit Chloé vivre heureuse à Paris, devenue une capitale mondiale attirant les talents du monde entier, et la France est célébrée comme le nouveau centre d'opportunités et d'avenir. 1 an plus tard, je suis devenue la femme de Jean-Luc et je vis à Paris. Chaque matin, en me réveillant, je vois la tour Eiffel par la fenêtre. Un monument magnifique dont la couleur change avec les saisons. En ce moment, c'est le printemps et les cerisiers des jardins sont en fleurs. Chloé, le petit déjeuner est prêt, m'appelle Jean-Luc depuis la cuisine. Sur la table, il y a des croissants, du café et de délicieux fruits français. J'allume la télévision et je tombe sur CNN. Les demandes de visa pour la France ont encore atteint un niveau record. Le nombre de passagers arrivant à Roissy et Orly explose, annonce le présentateur. Il continue. Les jeunes du monde entier affluent en France. C'est devenu une terre d'opportunités dans tous les domaines. L'éducation, la santé, la technologie, la culture. L'image change et montre un aéroport français. Des jeunes de tous les pays, le visage plein d'excitation, passent les portes d'arrivée. Je suis venu pour lancer ma start-up en France, dit un jeune Américain. Je suis venu pour apprendre les techniques de la cosmétique française, sourit une jeune femme brésilienne. J'ai été accepté à l'Institut de recherche en ingénierie de Polytechnique, déclare fièrement un jeune Indien. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'amis étrangers. James, un ancien camarade de Yale, a trouvé un emploi dans une entreprise de tech française, et Marie, diplômée de la Sorbonne, travaille pour une grande maison de cosmétiques. Paris est devenu le centre du monde, dit James. Je suis fier de travailler ici. Mes parents viennent souvent nous rendre visite en France. Mon père apprécie maintenant les grands vins de Bordeaux. Ce vin a une profondeur incroyable, dit-il en levant son verre. Vous êtes devenu un vrai beau-père à la française, plaisante le père de Jean-Luc. Je travaille maintenant dans une équipe de coopération médicale internationale. Je suis responsable de la formation des professionnels de la santé qui viennent du monde entier. Aujourd'hui, 30 personnes sont arrivées des États-Unis pour un stage. Nous voulons apprendre du système de santé français. La technologie de la chirurgie robotique est stupéfiante. La coordination des services d'urgence est vraiment efficace. Je ressens une grande fierté. La France est maintenant un pays qui enseigne au monde. Le soir, je me promène avec Jean-Luc le long de la Seine, là où il m'a demandé en mariage. « Tu ne regrettes rien ?» me demande Jean-Luc. « Pas une seule seconde. » Je réponds. « C'est ma maison, maintenant. ATS Stock, Paul Ukafa. » C'est vrai. Paris est devenu ma ville natale. Des voisins bienveillants, un système pratique, une ville sûre, une nourriture délicieuse. Et surtout, il y a un avenir ici. La ville regorge aujourd'hui d'étrangers venus avec des rêves. Dans les cafés, on entend toutes les langues, et sur les campus universitaires, des étudiants de toutes les couleurs de peau échangent. La France est devenue le centre du monde, s'émerveille Jean-Luc. Oui, aujourd'hui, le monde entier a les yeux tournés vers la France. Un pays qui s'est relevé de ses guerres pour devenir une grande puissance économique. Un pays doté d'un haut niveau d'éducation et d'une culture qui inspire le monde. Et surtout, un pays où un chaleureux art de vivre et un esprit de fraternité sont encore bien vivants. C'est ça, la France. Dehors, les lumières de Paris scintillent. L'énergie de cette ville, qui brûle comme une flamme, attire le monde entier. J'ai eu de la chance, j'ai rencontré Jean-Luc et j'ai découvert ce pays merveilleux. Mais aujourd'hui, tout le monde le sait. Le centre de l'avenir, la terre des opportunités, le lieu où les rêves deviennent réalité. C'est ici, en France. Je t'aime, la France, je murmure, car désormais, c'est mon pays.